Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 20 ans qu'il est mis en œuvre une politique agricole dans l'UMOA, c'est l'heure du bilan. La rencontre de Ouagadougou au Burkina Faso a permis de relever les insuffisances. Les acteurs ont fait des recommandations, 8 orientations clés pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans les États membres. L'administration fiscale et les opérateurs économiques dans le domaine du café-cacao veulent se mettre d'accord sur plusieurs questions. Ils décident d'améliorer la collaboration sur les procédures de contrôle de prix et de transfert. Il y a eu dernièrement des difficultés sur l'intégration des règles et principes, des problèmes mis sur la table pour trouver une solution définitive. S'installer dans un autre pays, c'est possible, mais dans la légalité. Le Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement explique toutes les procédures à Abidjan. C'était lors de la deuxième édition de ce salon. Cet événement vise à offrir un espace de réseautage d'informations et de collaboration dans le domaine de l'immigration. Ce dimanche en Pologne, 29 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour renouveler leur parlement. Ce scrutin va décider de l'avenir de la Pologne pour les 4 prochaines années. Une élection déterminante pour l'avenir des liens de la Pologne avec l'Union européenne et l'Ukraine voisine. Le colloque de l'UMOA a pris fin à Ouagadougou, au Burkina Faso. 3 jours d'examen de 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Les participants ont relevé les insuffisances, 8 recommandations faites pour renforcer le secteur dans l'espace monétaire, ce qui permettra de garantir la sécurité alimentaire, le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Léon Brou. 72 heures à décrypter l'intervention de l'UMOA dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique, puis le colloque note des avancées de la politique agricole de l'Union. Hausse annuelle de 6% des productions, couverture à 80% des besoins alimentaires. Les faiblesses portent sur l'absence de suivi-évaluation, l'insuffisance de synergie des interventions de l'Union, le timide financement de l'agriculture aussi, même si 2011 consacre l'opérationnalisation du FRDA, le Fonds régional de développement agricole. Sa mise en œuvre n'a connu qu'un début d'exécution, avec les bonifications de taux d'intérêt de prêts d'États membres sur le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et les investissements régionaux et institutionnels. Des programmes importants ont été réalisés pour un montant de près de 96 milliards de francs CFA sur la période 2011-2022. Le colloque fait 8 recommandations, panacées des acquis et perspectives identifiées, ainsi que les orientations des récentes consultations nationales et régionales menées par l'UMOA, de quoi susciter un nouvel espoir chez les États membres, les organisations professionnelles agricoles et même la recherche scientifique. D'habitude, on fait les politiques agricoles sans vraiment les acteurs. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on nous a appelés, on nous a impliqués. Donc, tout ce qui va se faire dorénavant se fera avec nous. Je profite pour lancer un appel au président Ouattara, qui a fait beaucoup de choses pour la région. Nous voulons qu'il prenne ce dossier parce que nous savons qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente dans la région. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il y a des choses que l'Union ne doit pas faire, c'est les États qui doivent le faire. Mais il y a des choses, c'est mieux de le faire avec l'Union pour un peu harmoniser nos interventions dans la sous-région. Élaborée, appliquée et suivie dans la vision du colloque de Ouagadougou, la prochaine politique agricole de l'Union devrait en effet aider à répondre à 3 questions: sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté, développement socio-économique dans l'espace UMOA. Et l'administration fiscale et les opérateurs économiques dans le domaine du café-cacao pensent à améliorer leur collaboration. Ils travaillent sur les procédures de contrôle de prix et de transfert. Des problèmes mis sur la table pour trouver une solution définitive. C'est ce que nous apprend l'enseigné Bakayoko. Administration fiscale et sociétés opérant dans le secteur du café-cacao autour d'une même table pour aplanir les divergences nées du contrôle de transfert de ces matières premières. Principal point de divergence, la politique de commercialisation du café et du cacao. Il s'agit pour l'administration fiscale de clarifier les méthodes utilisées et s'accorder avec les acteurs sur les procédures.
La conclusion naturelle, c'est qu'on puisse avoir une convergence de vues et qu'à partir de là, on puisse avoir, on va dire, des rapports sains, non conflictuels. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que l'État continue d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement de notre pays. Sur les questions liées aux allégations de pression fiscale, le ministre Moussa Sanogo observe que le gouvernement est victime d'un faux procès. Le taux de 13% en vigueur, précise Moussa Sanogo, est d'une faiblesse qui oblige l'État à aller chercher les ressources supplémentaires à l'extérieur. Une situation que le gouvernement cherche à juguler. Et puisque l'on parle de café cacao, allons dans une zone de forte production de ces produits. Nous allons maintenant vous parler de la lutte contre le travail des enfants. À Soubré, l'ANADER fait le point des initiatives mises en place. Patricia Omouetia. Le projet Work No Child Business s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, l'objectif est d'apporter des solutions durables pour les enfants et les familles. Le programme TPAE n'avait pas l'ambition de mettre fin au travail des enfants. Mais les leçons apprises à l'occasion de sa mise en œuvre pourraient aider à faire des progrès. C'est vraiment le sens des différents programmes que nous essayons de mettre en place. Le projet a été exécuté dans les départements de Buyo, Guéyo, Méagui et Soubré grâce à la coopération de l'ANADER et l'ONG Association des enfants et travailleurs de Côte d'Ivoire. Ces activités sont entre autres la sensibilisation de 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. Octroi de jugement supplétif à des enfants n'ayant pas d'extrait de naissance pour plusieurs raisons. Les actions de sensibilisation ont touché 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. 760 familles vulnérables ont bénéficié des filets sociaux et 750 familles vulnérables ont eu un soutien pour des activités génératrices de revenus. Des résultats appréciés par l'ensemble des parties prenantes, ils ont encouragé les responsables du projet et son importance dans la réduction du travail des enfants dans la région de la Nawa. Parlons de la deuxième édition du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement à Abidjan. Cet événement vise à offrir un espace de réseautage, un cadre d'information, de collaboration et surtout d'opportunités d'affaires. Sephora Zegui. Étudiants, hommes d'affaires et chefs d'entreprise réunis à l'occasion du SACI, Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement. De 2002 à 2012, il y a eu 12 000 décès dans le désert parce que certains ont fait le mauvais choix. Donc nous là-bas, avec tout ce qu'on a comme structure sur place, on s'est dit pourquoi ne pas apporter l'information vraie. Un rendez-vous pour mettre en relief les atouts et opportunités d'investissement entre l'Afrique et le Canada. Je ne prends pas cette opportunité que le SACI m'offre et j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin. Tout ce qui était flou dans mon esprit, en tout cas, je les ai obtenus et ils m'ont vraiment bien reçu. Les collèges au Canada proposent des formations pratiques et professionnalisantes dans plusieurs domaines. Donc, c'est très pratique qui permet une intégration au marché du travail. La deuxième édition de cette tribune du donner et du recevoir est axée sur le thème « Partenariat gagnant-gagnant pour un avenir économique prometteur entre l'Afrique et le Canada ». Aux jeunes qui partent et qui souhaitent partir, je crois qu'il y a des canaux qui sont offerts et je crois que le Canada est un de ces pays qui permet à toute cette jeunesse de ne pas aller s'engager sur la voie de l'immigration irrégulière et illégale, mais de pouvoir s'engager dans un choix de vie préparé, organisé pour pouvoir aller dans un pays comme le Canada. Et là, on ne parle pas uniquement de migration au Canada, on parle de formation, on parle d'investissement de la diaspora. Nous voulons appuyer la création d'opportunités, de création d'emplois en Côte d'Ivoire. 2023, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse se forme, il faut offrir des opportunités à la jeunesse. Plus de 3000 personnes ont pris part à l'édition 2022. Au menu, conférences, panels, rencontres B2B et partage d'expériences sont les activités à découvrir pour vivre des expériences enrichissantes au SACI 2023. L'administration douanière explique les procédures de dédouanement des équipements de recherche aux enseignants-chercheurs. Un exposé au cours d'une conférence qui a réuni les lauréats des initiatives de recherche. Le Fonds Steve veut ainsi faciliter les travaux des chercheurs. Frédéric Oulaï, Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire entend faire de la recherche scientifique le maillon de son développement socio-économique et culturel. Une ambition qui fait germer chez les enseignants-chercheurs des projets porteurs de solutions aux problèmes sociaux.
Ces universitaires se heurtent souvent aux procédures de dédouanement du matériel et d'équipement pouvant faciliter l'aboutissement de leurs projets. Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, dont l'engagement porte à soutenir les initiatives de recherche et d'innovation, met à contribution l'administration douanière. L'agent douanier, au cours de son intervention, a présenté les dispositions de l'annexe fiscale et les procédures de dédouanement. La conduite en douane consiste à amener votre marchandise vers un bureau de douane. La douane enregistre et surveille cette marchandise-là. Le délai qu'on peut réglementer, c'est un délai de 30 jours. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et le FONSTI, cette conférence est une opportunité de renforcer les mécanismes de la compétitivité des entreprises. La plupart des équipements et matériels dans nos laboratoires de recherche actuellement en Côte d'Ivoire est importé de l'extérieur. Pour remédier à cette situation, nous avons demandé à la Direction générale des douanes de nous proposer un de ces cadres pour former nos chercheurs et enseignants-chercheurs à maîtriser les procédures de dédouanement des matériels et équipements de recherche. Apporter tout notre soutien au FONSTI pour ces genres de formation, pour que les chercheurs et les innovateurs puissent avoir le maximum de chances pour faire prospérer leurs produits et leurs inventions. L'exposé mené par l'administration douanière a suscité un intérêt particulier chez les lauréats du FONSTI ainsi que chez les universitaires. Les échanges ont porté sur les questions d'exonération douanière, de l'importation et achat d'équipements de produits consommables. Les femmes doivent saisir toutes les opportunités qu'offre l'innovation technologique. C'est cette idée qui a guidé la tenue de la première édition du Global Africa Women Impact Forum. Ce rendez-vous est l'occasion de présenter ce que le numérique peut apporter dans l'entrepreneuriat féminin. Pour les organisateurs, il faut donner les clés à ces femmes d'affaires pour renforcer la croissance économique par un meilleur usage du digital. Christ Diomandé, Patricia Omouetia. Accompagner les femmes entrepreneurs dans l'utilisation du numérique comme levier de croissance, augmenter le taux de bancarisation de la femme africaine, c'est l'objectif de l'Organisation internationale de l'innovation pour des territoires et industries durables. La première édition du Global Africa Women Impact Forum vise à offrir aux femmes entrepreneurs l'opportunité d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs et des acteurs des secteurs privés et publics. C'est de dire aux femmes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat numérique, n'hésitez pas, nous mettons à votre disposition tout d'abord une plateforme d'échange, un événement. Il faut savoir que le GAWIF doit donner naissance à un recensement de ces femmes et de ces projets impliqués dans l'innovation numérique. Pour les responsables d'entreprise, cette opportunité qu'offre ce forum doit amener les femmes entrepreneurs à prendre conscience de l'importance du numérique dans leur business. On devient analphabète si on n'a aucune notion du digital. Donc il est important déjà que les femmes s'initient à tout ce qui est numérique et digital et puissent convertir leurs entreprises dans ce domaine-là. Le numérique et la femme entrepreneur sont deux sujets importants qui contribuent au développement du pays, indique le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Le numérique est un puissant levier pour le développement des petites entreprises. Et ça ne peut donc être qu'un puissant levier pour les initiatives féminines en termes d'entrepreneuriat. Donc nous encourageons cela fortement. Nous avons un programme de développement pour ces petites entreprises. Et évidemment, quand l'initiative est portée par des femmes, nous sommes encore plus motivés. Cette édition du Global Africa Women Impact Forum est l'occasion de faire ressortir les différents enjeux et opportunités afin de permettre aux femmes d'être autonomes dans le secteur du numérique. Allons dans le département de Lakota, les parents d'élèves de Zokolilé sont soulagés. Des établissements bénéficient de matériel pédagogique, un don de l'UNESCO pour aider les élèves à étudier dans de bien meilleures conditions. Khalil Diomandi. Une centaine de kits scolaires et du matériel bureautique pour redonner du sourire à la communauté éducative de Zokolilé, village de la sous-préfecture de Lakota.
Ces dons de l'UNESCO sont consécutifs à une tornade survenue dans la localité le 4 mars dernier. 3 écoles primaires ont été impactées, les toitures décoiffées et le matériel didactique détruit par les eaux. Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels les écoles primaires des Okolilie ont été confrontées, en particulier les dommages considérables causés par les intempéries et la tornade. Cela m'a amené à prendre l'initiative de soumettre à l'UNESCO la demande d'aide d'urgence pour aider les enseignants à être équipés en matériel didactique. Nous, élèves des écoles de Okolilie 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village de Okolilie, plus précisément à M. Sam Rakouboui. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Heureux de l'appui de l'UNESCO, le préfet du département de Lakota exhorte les élèves et le corps enseignant à s'engager dans la voie de l'excellence afin de mériter la confiance des donateurs. Les jeunes, travaillez bien pour que l'UNESCO soit fière de vous. Il faut apprendre à lire. C'est grâce à la lecture qu'on améliore sa manipulation de la langue de Molière. Les élèves de Okolilie, à leur côté les autorités coutumières, prennent le pari de produire des résultats satisfaisants au terme de l'année scolaire 2023-2024. Après les élections locales et sénatoriales, une nouvelle cartographie politique s'est dessinée, un paysage largement dominé par le RHDP. La question évoquée à 13h au magazine du dimanche. Hamza Diaby a reçu Dr Sidi Kibamba, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voici un extrait de l'entretien. Ils ont l'hégémonie du moment, la cartographie qui ressort, la photographie qui ressort, comme je le disais tantôt, leur donne en tout cas la part belle. Mais ils ne sont pas 90% de récupération de tout le territoire national. Selon les chiffres que j'ai, bon, ça va. En tout cas, ils ont maillé le territoire national. Ce qui est intéressant dans le cas du RHDP, c'est que dans les coulisses et de la manière dont les choses sont dites, ça semblait être un parti qui était cantonné en une région. Mais voilà qu'avec cette nouvelle cartographie, on constate que le régime au pouvoir maille en tout cas l'ensemble du territoire national. Et c'est de bon augure pour ce parti. Le propre de la politique, ce sont les récompenses qu'on donne à ceux qui ont milité avec nous. Il y a le côté de la compétence qui peut jouer, mais à un moment donné, la loyauté aussi joue. Le RHDP au pouvoir, donc les grands postes de la politique, forcément, seront occupés par le RHDP. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour ces nominations dans ces postes institutionnels, ce sont de nouvelles têtes qui viennent. Je ne dis pas que ce sont des hommes neufs, non, point du tout. Ce sont des hommes du Sérail qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Si je prends le cas de Epiphane Zoro Balo, c'est un poste pour lui taillé sur mesure. Il était au ministère de la bonne gouvernance et se retrouve aujourd'hui, disons, président d'une institution, ce qui est une bonne chose. On se dit qu'il faut qu'il ait les mains libres, qu'il puisse faire encore mieux que ce qu'il a fait au ministère. Ali Koulibaly, dans le paysage politique ivoirien, ce n'est pas un inconnu. Voilà, c'est un grand homme d'État. Il est au poste pour moi là où il faut être. Encore plus intéressant, c'est Dagri Henriette Diabaté. Des figures emblématiques du RDR, ensuite du RHDP, femme loyale qui a fait vraiment ce qu'il fallait pour la nation ivoirienne. Dans l'actualité politique, le bureau politique du PDCI-RDA a tenu sa 16e réunion. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire prépare la succession à la tête de la formation politique. Le 8e congrès extraordinaire se tient le 16 décembre pour la désignation du président du parti. L'intérim assuré par Kopli Boni depuis le décès de Henri Konan Bédié le 1er août dernier. Le thème retenu, PDCI-RDA, résilience et défis pour 2025. Le conseil municipal de Treichville installé, il est dirigé par le maire Albert François Amicha, qui a été réélu par les conseillers, 6 adjoints au maire également, désignés Souleymane Donisongou, Moussa Konaté. Albert François Amicha réélu à la tête de la mairie de Treichville. Pour la gestion de la commune les 5 années à venir, Albert François Amicha devra compter sur les 6 adjoints au maire, dont une femme élue à l'issue de ce premier conseil municipal. Nous constituons la municipalité. Il nous appartient avec le conseil municipal de prendre en compte les promesses de campagne des différentes équipes que nous pensons être bonnes pour notre commune, avec nous-mêmes notre programme pour que
Treichville, qui aspire à un changement, les populations nous l'ont dit clairement pendant la campagne, nous puissions traduire cela dans les faits, mais dans l'unité. Une première réunion du conseil municipal de Treichville après le scrutin du 2 septembre dernier. Le préfet d'Abidjan s'est félicité de la bonne ambiance qui a prévalu lors de la séance. Le conseil municipal vient d'être installé et également la municipalité, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Et à partir de cet instant-là, le conseil municipal devient opérationnel. Maire de la commune de Treichville depuis 1996, Albert François Amicha et son équipe s'engagent à renforcer les actions de développement pour le bien-être des populations. Notre collectivité a mis en place la nouvelle équipe du conseil régional du Gontougo a installé Sekobina Kwasi Adjoumani qui dirige après sa réélection le 2 septembre dernier. Le ministre d'État et son équipe se sont engagés à accélérer les projets de développement dans la région. Herman Yamien. C'est dans la salle des fêtes de la mairie de Bondoukou que s'est tenue la première séance de travail de l'équipe du conseil régional du Gontougo, élue le 2 septembre dernier. Cette première rencontre ne s'est pas limitée à l'installation du bureau et à l'élection du président, mais a également marqué le début d'un engagement fort en faveur du développement durable. Sous la présidence de Kobina Kwasi Adjoumani, le conseil régional du Gontougo a affirmé sa volonté de placer la durabilité au cœur de ses actions pour l'avenir de la région. Kobina Kwasi Adjoumani a exprimé sa fierté quant à la diversité de l'Assemblée qui compte des jeunes, des représentants de la société civile et des membres de diverses obédiences politiques. Cette diversité, a-t-il indiqué, est le reflet de l'engagement de l'équipe du conseil régional du Gontougo à travailler ensemble pour le bien de la région. Nous sommes une équipe consensuelle. La preuve en a été donnée puisque l'ensemble des conseillers présents ont soutenu les candidats que j'ai présentés. Donc le moment maintenant est de nous mettre au travail. Je pense qu'en pareille situation, il faut reconnaître la victoire du ministre et puis prôner l'union et que tous les conseillers de l'opposition ou de ceux qui ont gagné puissent travailler ensemble pour que le Gontougo puisse avancer. L'ancienne équipe à qui Kobina Kwasi Adjoumani avait confié la présidence par intérim a été chaleureusement félicitée pour son travail acharné et son engagement envers la région. Le nouveau président et son équipe ont accepté le défi de continuer sur cette voie et d'être assidus et dévoués à leur mission. Les élections régionales ont abouti à la victoire de Kobina Kwasi Adjoumani, confirmée par le Conseil d'État le 26 septembre 2023, avec 61,19% des voix et un total de 71 959 votants. En musique, Kadjim célèbre ses 30 ans de carrière. L'artiste était en concert au Palais de la Culture d'Abidjan, un spectacle que Kadjim place sous le signe de la reconnaissance. Il dit merci à ses fans et tous ceux qui ont contribué à l'évolution de sa carrière. On voit les temps forts avec Serge Pacom Didi à Boussanogo. 30 ans que Kona Guillaume, plus connu sous le pseudonyme de Kadjim, parcourt la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde pour partager le message de l'unité, de l'amour et de la paix. Le chanteur du reggae marque un arrêt pour célébrer ce moment. 30 années, c'est une façon de faire un peu le point, de remercier tous ceux qui nous ont portés, tous ceux qui nous ont aidés à nous hisser jusque-là. Et puis ensuite, se projeter. 30 ans de carrière musicale jalonnée par plusieurs albums à succès. Sur scène, une quarantaine de musiciens, des choristes, une trentaine de titres égrenés par... Hystérie, nostalgie dans la salle. Le public ne boude pas son plaisir. L'artiste est très prolifique et il a des textes qui sont très tranchants. Il a une musique qui parle. Il chante une chanson en fait qui me touche particulièrement, c'est Marie-Jeanne. Du rythme, des flots, de la chorégraphie, le fils de Dja fait vibrer la salle. Belle solidarité artistique marquée par des duos. Kadjim a été mon idole, nous sommes fiers aujourd'hui, on dirait mission accomplie. Un
concert que l'artiste place sous le signe de la reconnaissance envers les mélomanes et toutes ces personnes ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui. Autre chose, allons à l'Est. Prière pour la cohésion et la paix retrouvée à Bongwa. Les populations se retrouvent à nouveau dans la cohésion dans ce village. L'année dernière, la localité a sombré dans un conflit intercommunautaire faisant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. La hache de guerre enterrée. L'on pense à présent au développement de la localité. Herman Yamien. À Bongwa, sous-préfecture du département de Yakassa-Tobrou. Dans cette localité de plus de 1500 âmes, un conflit intercommunautaire a éclaté au lendemain de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en août 2022. Ce conflit a occasionné une perte en vie humaine et d'énormes dégâts matériels. Pour ramener la paix et la cohésion sociale au sein de la sous-préfecture, les populations ont initié une prière œcuménique en octobre 2022. La deuxième édition de cette prière, qui a lieu ce jour, vise à consolider la paix et la cohésion sociale retrouvée au sein de ce village. Pardonnez-vous les uns les autres. La paix ne peut régner que lorsqu'on ne se voit pas en chaîne de faïence. Vous vivez avec des communautés qui vous ont visité. Ils ne sont pas vos ennemis. Cheville ouvrière de cette cérémonie, le sous-préfet d'Abongwa, Arnaud Kwasi, a souligné que depuis l'initiative de cette prière pour la cohésion et la paix, les lignes ont bougé dans cette localité. Il nous revient de sources concordantes et fiables qu'après les séances de prière de la première édition, les décès ont baissé d'intensité dans le village et le succès s'est légèrement accru au niveau des examens et concours des enfants d'Abongwa. Parrain de cette cérémonie, le vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Joseph Seka, s'est réjoui de cette initiative qui ne peut qu'apporter la stabilité dans la sous-préfecture selon lui. Si nous voulons continuer à nous entendre, à nous développer, nous devons pratiquer le vivre ensemble. Et pour ce faire, chaque année, nous devons adresser des prières à Dieu pour qu'il accepte nos prières de consolidation et de paix. Au cours de cette cérémonie, les populations ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement et aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassade d'Espagne a célébré sa fête nationale d'indépendance. Plusieurs célébrations, sinon personnalités politiques, ont pris part à l'événement. Un moment pour renforcer les relations entre les deux pays. Éric Goré. Une mobilisation pour cet anniversaire de l'indépendance de la République d'Espagne à la résidence de l'ambassadeur. Plusieurs personnalités sont présentes pour marquer cet instant. L'Espagne, nous le savons tous, c'est un pays de sport. C'est le pays qui organisera très prochainement la Coupe du Monde. Nous avons été invités donc à prendre part à cette cérémonie, d'abord pour consolider les relations fraternelles, bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, mais nous sommes aussi surtout là pour approfondir l'exercice de collaboration que nous avons toujours eu avec l'Espagne en matière de sport. Aux côtés de l'ambassadeur, des ministres et des présidents d'institutions. Le message livré par l'ambassadeur d'Espagne met en exergue les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le pays africain qui compte le plus grand nombre d'élèves d'espagnol. La promotion de la langue espagnole dans votre pays est un pilier de plus en plus essentiel de nos relations. Je voudrais rendre un hommage sincère à la sagesse et à la résilience du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire. La stabilité politique et le climat de réconciliation nationale, les statuts de locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, les grands projets d'infrastructures réalisés et en cours d'achèvement, l'engagement en faveur de la légalité internationale sont autant de preuves de leadership de la Côte d'Ivoire. Une collation offerte aux illustres invités avec des mets Made in Espagne, découverts avec beaucoup de plaisir par les convives. Le tour de l'actualité internationale pour terminer. Une revue de ce qui s'est passé dans le monde cette semaine, le 7 sur 7 avec Michel Digré.
L'attaque du Hamas contre Israël n'entraînera pas une diminution du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, a assuré le porte-parole en chef de la Commission européenne. Éric Mamère a affirmé lundi que la crise israélo-palestinienne ne détournera pas l'attention de l'Union européenne de la guerre en Ukraine. Ce mardi, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à l'occasion des élections sénatoriales, législatives et présidentielles du Libéria. Un scrutin au cours duquel le président sortant, George Weah, brigue un second mandat. Les décomptes des voix ont commencé ce mercredi. En Belgique, le procès de 2 anciens responsables rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis a repris devant la cour d'assises de Bruxelles. L'un des mis en cause, Pierre Bazabozé, est absent au procès car hospitalisé pour une quinzaine de jours. L'ex-première dame du Gabon est incarcérée à la prison centrale de Libreville. Elle est en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août contre Ali Bongo Ondimba. L'ex-première dame est accusée de recel, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Les populations de la bande de Gaza se réfugient dans le sud. Cela fait suite à l'annonce du gouvernement israélien. Une mesure condamnée par l'ONU et rejetée par le Hamas. L'État hébreu affirme avoir tué plusieurs dirigeants de la branche armée du Hamas, dont des responsables de l'attaque du 7 octobre. Ce samedi, en France, le musée du Louvre et le château de Versailles ont été évacués et ont fermé leurs portes. Un périmètre de sécurité a été installé par les forces de l'ordre. Une situation qui intervient alors que la France est en alerte urgence attentat au lendemain de l'attaque à Arras, où un enseignant a été tué et 3 personnes blessées. Ce dimanche, 29 millions d'électeurs polonais ont été appelés aux urnes pour renouveler leur parlement qui comprend 460 députés et 100 sénateurs. Ce scrutin décidera de l'avenir de la Pologne pour les 4 prochaines années. Le parti au pouvoir en Pologne depuis 8 ans joue un 3e mandat consécutif. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la peine du travail d'aujourd'hui évite la peine de la misère de demain. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.